Salut les amigos, c'est Renardo pour 7 milliards d'êtres humains. Aujourd'hui, je suis avec Nicolas Bocquer. Je peux dire ton nom ou... Bien sûr, bien sûr. Alors Nicolas Bocquer. Donc Nicolas, tu es coach sportif, Ouais. maître nageur. Ouais, maître nageur, et j'ai aussi un diplôme pour on va dire le multisport. Voilà. Ouais. Et j'ai aussi un diplôme pour accompagner les personnes qui ont des pathologies chroniques. Voilà. Ok. Nico, c'est le gars. Alors je te présente souvent comme ça à d'autres potes. Pour moi, c'est le gars. Alors en tout cas, c'est peut-être pas vrai, mais c'est ce que tu as dégagé. T'es le gars qui a le moins d'ego au monde. Ouais, c'est ça, j'ai envie de dire ça. Ouais. Voilà. Ouais. C'est-à-dire que genre j'ai eu énormément de respect pour toi par rapport à ça, parce qu'à chaque fois qu'il y a des situations où moi je me serais, des situations dans lesquelles je me serais retrouvé où je te voyais, je me dis ah ouais, moi j'aurais Fait un câble. j'aurais fait un plomb, tu vois, je l'aurais mal pris, je me serais remis en question. Toi en tout cas ça se voyait pas. Après c'était peut-être intérieur. Ouais. Mais voilà. Est-ce que t'as un truc à rajouter? Un truc à rajouter? Bah en fait c'est en l'occurrence je pense que c'est un truc je pense surtout c'est un truc qu'on voyait pas, parce que ça c'est un truc qui a changé avec le temps. Au début, je vais prendre l'exemple du parcours. Au début, lorsqu'on faisait des séances parcours, j'avais de l'ego parce que j'avais de la frustration lorsque j'arrivais pas à atteindre un objectif que je voulais atteindre, ou une performance que j'avais déjà réalisée. Ouais. Donc si j'arrivais sur une séance et que j'arrivais pas à faire quelque chose que j'avais déjà fait, en fait j'allais très frustré quoi. Donc c'est une question d'ego en fait là pour le coup. Donc oui, ici pour le coup en fait je dirais qu'au début j'avais pas mal d'ego, mais je le montrais pas aux autres. Par contre avec le temps je me suis pas mal détaché de ça. Ouais. Mais c'était un ego qui était surtout vis-à-vis de toi-même. Ouais. Plus que en comparaison des autres. Plus qu'en comparaison des autres quoi. En tout cas, c'est l'impression que je l'avais. Ouais. Ça, c'est cool. C'est cool parce que franchement, moi, ma lutte contre ça, elle a été. Acharnée, ouais. Et ouais, j'imagine. Bon. Chacun ses trucs, hein. Bah, ouais. La performance, et puis. C'est une grosse merde toute sa vie, hein, mais j'ai pas d'ego, par contre. C'est bien. Je rentre dans le vif du sujet. C'est quoi un homme? Alors du coup la question c'est pas c'est quoi être un homme là c'est quoi un homme. Ouais. C'est quoi un homme? Franchement ma réponse sera très courte. Je vais résumer la réponse à la définition biologique de ce qu'est être un homme quoi. Donc c'est les différences du coup morphologiques, physiologiques du coup entre un homme et une femme. Donc au niveau hormonal, au niveau de ce qui est visible, donc du coup dans la morphologie, au niveau du sexe, au niveau de la carrure et tout quoi. Mais en fait après ça, pour moi c'est la seule réponse que j'ai apportée à c'est quoi un homme quoi. Ok. Voilà. Et toi, pour toi, genre être un homme, genre? Alors ça du coup c'est plus compliqué parce que comme je te l'avais dit. Hommes et garçons par exemple. Oui, voilà, c'est ça, justement. Alors du coup, c'est pour ça que la réponse à la question c'est quoi être un homme, pour moi elle se divise en deux questions différentes. Déjà, en deux, on va dire, sujets différents. Dans être un homme, moi ce que je vois c'est qu'il y a déjà être adulte, donc la différence en effet entre être un garçon et être un homme. Ouais. Et il y a du coup la question de c'est quoi être un homme en opposition au fait d'être une femme. La réponse à la question c'est quoi être un adulte, pour moi du coup elle est comment dire, elle est la même pour un homme et une femme, et du coup pour moi la réponse à cette question ce serait tout simplement pouvoir être du coup indépendant, autonome, et pouvoir prendre ses responsabilités. Ok. Voilà. Pour moi, ce serait une réponse assez simple, mais c'est comme ça que je le vois. Et la réponse à la question, du coup, c'est quoi être un homme en opposition à c'est quoi être une femme, ça, du coup, je dirais que c'est un peu plus compliqué. Ouais. Et que j'ai pas envie d'aller en prison. Mais tu iras dans mais voilà. Tu iras en prison. On va bien s'amuser. mais ouais, je dirais... je dirais que du coup il doit y avoir plein de réponses différentes à cette question, qui dépend du coup de comment dire, forcément de notre vision de ce qu'est d'être un homme, et du coup qui va dépendre de l'environnement, de la culture, donc y compris même ce qu'on t'a consommé au cinéma quoi. Je veux dire ce que t'as lu, ce que t'as entendu de ta famille, de tes amis. Donc en fait chacun, j'ai envie de dire il y a énormément de réponses possibles quoi. Et même de ta perception globale, parce que ce que je dis ce matin avec Théo, c'est que
même en ayant le même vécu, si on avait un vécu identique, bah, je suis sûr qu'on percevrait pas les choses de la même manière. Ouais, c'est possible. Bah, c'est possible qu'en fait, on ait eu les mêmes expériences, mais du fait qu'on ait des caractères différents, on est tiré des choses différentes des mêmes expériences, en fait. En fait, tout ce que je dirais, j'ai envie de dire, c'est que, bah, du coup, entre être un homme et être une femme, je dirais que la différence, ce serait, on va dire, un peu des énergies. Et je vais dire que ce que je souhaite aux gens, c'est que dans leur couple, du coup, ils aient des énergies qui se, mince, j'ai perdu le mot, qui se complètent bien. Voilà, qui se complètent bien. Et du coup, même, ça se résume pas à même être un homme et une femme, parce qu'en fait, dans un couple, si t'as 2 hommes ou 2 femmes, il y a rien qui empêche, mais du coup, forcément, et on voit souvent ça, qu'il y ait 2 énergies qui se complètent, quoi, du coup, de profils différents. Mais donc, c'est vrai que la réponse, je pense que t'aurais posé posé la question il y a 50-100 ans déjà. Ouais. La réponse aurait été beaucoup plus, uniforme entre les différentes personnes à qui tu l'aurais posé. Ouais. Et il y aurait moins de débat. C'est vrai que aujourd'hui, on se la pose. Déjà, on se pose cette question, mais on se la pose parce qu'on peut se la poser. Ouais. Parce qu'on a entre guillemets, le luxe de pouvoir se poser ce genre de questions, quoi. Mais parce que je pense que tout cet aspect entre guillemets quête spirituelle et tout, on se penche dessus parce qu'on a le temps, on se soucie pas de notre survie et bien tout, sûr, bien sûr. C'est une réflexion que je m'étais déjà faite, ça, d'ailleurs. Je m'étais demandé, moi, déjà à l'époque, ce que c'était être un homme, qu'est-ce que ça voulait dire. Ça, quand je me l'ai supposé, vraiment, j'ai pas trouvé de réponse. C'est ça, à l'époque, peut-être que j'y ai réfléchi rapidement, et la réponse que j'y ai apportée, c'est la réponse à la question, en fait, qu'est-ce que c'est être un adulte, en fait. C'est ça. Parce qu'en fait, là, du coup, c'est la première chose à laquelle je pense. Quand tu poses la question, c'est quoi être un homme? Moi, en fait, je vois avant tout la différence entre qu'est-ce que c'est être un homme par rapport à qu'est-ce que c'est être un garçon. Plus que qu'est-ce que c'est être un homme par rapport à qu'est-ce que c'est être une femme. Ouais. Voilà. Donc, là, du coup, bah, la réponse, voilà, je l'ai donnée. Je pense que c'est une vision, que beaucoup vont partager pour le coup. La notion de responsabilité, d'autonomie, en fait, qui est liée à à l'âge adulte, quoi. Qu'est-ce qu'elle en pense, elle? T'en penses quoi, toi? T'en penses quoi, Laïka? Tu vois, tu parles d'autonomie et tout ça. Mm-hmm. En fait, même j'irais plus loin, tu vois, à partir de quand on est un homme? Est-ce que toi, tu te considères aujourd'hui comme un homme? Par exemple, j'ai eu Théo ce matin qui me disait je me considère encore comme un garçon, tu vois. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui tu te considères comme un homme? Et si oui, est-ce que tu te considères comme l'homme que tu veux être? Ok, ouais. La question est pas évidente. Ceci dit, instinctivement, je vais répondre non, je me considère pas. Alors, je me considère définitivement pas comme l'homme que je voudrais être parce que, je suis quand même assez exigeant envers moi-même. Et après, est-ce que je me considère comme un homme? Non, parce que je trouve que je manque d'autonomie. Et du coup, prendre mes responsabilités, c'est un truc que je fais progressivement, mais je trouve que je m'y suis mis tard. Donc je répondrai non, je suis pas l'homme que je veux être, pas encore en tout cas, même si c'est en voie enfin, je suis sur le chemin d'y être, on va dire. C'est un processus qui, je pense pas on puisse poser une pierre blanche à un moment, tu vois, et dire ça y est, je suis un homme. Je pense que c'est un processus qui est vraiment évolutif. Après, je pense que du coup, de par la définition que j'ai donnée d'être un homme, du coup, pour moi, qui s'apparente plutôt à qu'est-ce que c'est être un adulte, et c'est pour moi prendre ses responsabilités et gagner en indépendance, du coup, je pense qu'il y a des événements dans la vie qui peuvent pousser ça et l'accélérer énormément. Comme par exemple, avoir un enfant un peu jeune. Ça, c'est quelque chose, à mon avis, ça peut... En fait, en termes de responsabilité, c'est de suite une charge immense, et je pense que ça fait gagner en maturité beaucoup. Ouais. Donc on peut rajouter, t'as pas le choix, tout à fait, t'as pas le choix, mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que tu vas quand même gagner en maturité, et du coup, c'est une notion que je pense que je vais rajouter dans ma définition d'être un homme, d'être un adulte, c'est la maturité. Seulement, la maturité, c'est un concept auquel on peut pas poser, on peut pas mettre en effet une pierre blanche, à nouveau un niveau très défini pour dire là, ça y est, je suis un homme. Donc c'est un processus qui, on va dire, continu, et dans cette optique-là, du coup. Je me développe en tant qu'homme, on va dire. Ouais. Voilà. Tu parles d'enfant, du coup. Est-ce que toi, tu t'imagines papa un jour? Ah oui. Ouais. Ah oui. Moi, j'imagine clairement papa. Ouais. Je pense que...
Bah, à chaque fois que je me suis posé la question dans ma vie, à différentes étapes, la réponse à est-ce que tu as envie d'avoir des enfants, ça a toujours été oui. Ouais. Ça a toujours été oui parce que c'est là je pense que la réponse c'est pas très compliqué, c'est juste que bah je me vois bien avec un enfant quoi. J'ai envie de prendre soin d'un gosse et voilà quoi, de vivre des moments avec et de le voir grandir, tout simplement. Hein. Il y a pas un comment ça se fait que je veux dire moi par exemple j'ai un neveu, tu vois. Ça me va très bien. Et pourquoi tu veux que ce soit ton gosse, tu vois? Bah, j'ai envie de dire. Alors, j'allais dire. Du coup, j'ai envie que ce soit mon gosse parce que bah, il y a que avec mon gosse, il y a que mon gosse que je peux élever et éduquer et que je peux voir grandir en fait, de manière continue. Et donc là, tu pourrais dire, non, mais du coup, tu peux adopter un autre enfant. Et c'est la question pourquoi est-ce que tu adopterais pas un enfant dans ce cas-là? Bah moi, en effet, j'aurais tendance à dire que comme ça intuitivement que je préfère avoir mon enfant, mais que je serais ravi d'adopter un enfant quoi, tu vois. Ok. Ouais. Mais tu préfères quand même que ce soit ton enfant? Bah ouais, comme ça là je dirais que oui. Ouais. Bah ouais. Je veux qu'il ait ma tête et tout. Non, c'est pas ça, je sais pas, peut-être que je suis convaincu que on partage plus de choses avec un enfant qu'on a engendré quoi. Je crois notamment qu'il y a des histoires de bon, ça c'est je crois notamment dans l'idée qu'il y a une comment dire qui est une histoire de mémoire familiale qui s'hérite je sais pas si c'est dans les gènes physiquement, je sais pas comment ça se traduit, mais je pense vraiment qu'il y a une espèce de connexion dans la famille en fait, tu vois, et donc elle est facilitée par le fait d'avoir son propre enfant. Voilà. Okay, ouais. Mais je serais ravi d'adopter, d'éduquer un enfant qui n'est pas le mien quoi à la base. Ouais. C'est intéressant parce qu'il y a un truc qui est quand même enfin dans ce que tu dis, il y a un truc qui est instinctif, tu vois. Enfin, c'est de l'ordre du ressenti, tu vois. Et moi cette question elle m'intéresse parce que comme tu sais, moi c'est mon pire cauchemar d'avoir un enfant. Et comme j'ai pas du tout ce truc là, en fait bah voilà, ça m'intéresse de savoir ce qui fait chez les gens qu'il y a cet instinct là, qu'ils ont envie, un instinct paternel. Voilà, bah, du coup c'est l'instinct quoi, c'est ça. Ouais. C'est comme tiens, du coup il y a des fois tu rencontres, je sais pas si t'as remarqué, des fois tu rencontres des femmes. Moi ça m'est plus arrivé avec des femmes de me dire elles ont un instinct maternel qu'avec des hommes de dire ils ont un instinct paternel. Et moi il y a vraiment des profils dans la vie où je me suis dit bah putain cette fille là elle a vraiment un profil de maman quoi, tu vois. Elle se comporte avec les gens autour d'elle comme limite elle projette sa manière de se comporter avec les autres personnes autour d'elle comme de son propre enfant, tu vois, par exemple, même si elle en a pas encore eu. Donc il y a des fois vraiment je me suis fait la réflexion, ça va être une maman quoi, enfin en tout cas elle est faite pour, et donc oui je pense qu'il y a une question d'instinct, je pense qu'il y a une question d'instinct. C'est comme je crois qu'il a été vérifié qu'il y a il y a un gène qui favorise le fait de vouloir explorer. Il y a des gens qui sont plus prompts du coup à vouloir découvrir le monde, voyager et autres, parce qu'ils ont ce gène-là. Et donc potentiellement de la même manière, en fait, tu à mon avis, tu as des profils qui sont physiquement, tu as sûrement des signes physiques dans le corps. Je sais pas si scientifiquement ça a été découvert, qui pourraient montrer que bah du coup cette personne, elle aura plus tendance à avoir l'instinct du coup maternel ou paternel quoi. Bah du coup je dois voir plutôt le gène de l'explorateur parce que qui est antagoniste avec le gène de l'enfant, tu vois. J'avais vu une vidéo super intéressante c'est comme quoi donc ça c'était une vidéo, je pourrais plus citer, faudrait que je retrouve, faudrait la source en fait dans la vidéo si tu mets cette partie, qui reprenait, qui expliquait qu'est-ce que l'homosexualité et comment est-ce qu'elle, entre guillemets, comment est-ce qu'elle apparaît quoi. Et en fait il y a c'est expliqué, ça a été découvert scientifiquement, c'est c'est un phénomène physique qui apparaît avant la naissance, et donc qui est prédéterminé, et qui ne s'acquiert pas dans la vie avec les événements ou autres. Et ils expliquaient notamment que ça avait un intérêt, en prenant l'exemple des populations, je crois, de pingouins, parce que lorsque si tu n'avais que des couplets hétérosexuels, le problème c'est qu'en général du coup je crois que c'est le mâle ou la femelle, je sais même plus, qui va chercher de la nourriture, l'autre parent s'occupe de l'enfant, et le problème c'est que des fois il y a des parents qui meurent, et donc l'enfant se retrouve seul, et tu as des couples en fait de pingouins qui ne peuvent pas avoir d'enfants, et qui vont aller s'occuper des enfants qui ont été délaissés. Et donc en fait du coup l'homosexualité a un intérêt du coup pour la survie de l'espèce, tout à fait. Et donc dans cette optique là
je pense en effet que que le gène de l'explorateur a un intérêt, parce que celui qui explore, il va aller du coup potentiellement chercher des ressources qui vont être utiles pour la survie de l'espèce, tandis qu'il y a sûrement d'autres gènes qui sont complémentaires et du coup tout ça dans une optique de survie finalement quoi. Et le gène Krabs. C'est une petite dédicace pour mon frère. On parlait de gène, alors je dis Eugène Krabs, c'est dans Bob l'éponge. Eugène, d'accord, ok. C'est le chef du restaurant, du crabe croustillant. Je vois la gueule du mec, j'ai jamais regardé, mais je vois la gueule du mec, ouais. Non, j'ai jamais regardé Bob l'éponge, ouais. Et bah voilà, quand même. On en apprend tous les jours sur la chaîne de Renardo. J'ai l'impression d'être un mec, tu sais, genre un écrivain ou je sais pas quoi. T'as vu quand je me tiens, j'ai l'impression d'être un. Il y a des tableaux derrière. Politique, ouais. Franchement, t'as un décor en plus. On se dit, waouh, le mec, c'est un bobo de Paris, quoi. T'as vu ça. Tiens, je vais te poser une question. Alors, t'es pas obligé d'en parler. C'est toi qui vois. Mais t'as eu une période, on en avait parlé tous les deux. T'as eu une période où t'étais, je sais pas si on peut. Je sais pas si tu t'es fait diagnostiquer une dépression ou je sais pas. Ah oui, on en a parlé cet été. Oui, voilà, mais c'était. Mais cette période, c'était je crois en 2016, un truc comme ça, tu vois. Ouais. Moi, je peux en parler. En fait, oui, en effet, j'ai eu l'impression d'être dépressif à des moments, des périodes où, du coup, au niveau émotionnel, ça allait pas trop. Et en fait, je me suis rendu compte que cette dépression, c'était simplement une sensation de solitude. Et c'est assez triste parce qu'en fait, même quand j'étais très bien entouré par mes amis et ma famille, en fait, il y a cette sensation de solitude, quoi, vraiment. Ouais. Mais ceci dit, je pourrais pas mettre beaucoup plus de mots dessus parce que c'est quelque chose que je comprends pas encore tout à fait maintenant. Pourquoi est-ce que c'est apparu ? Est-ce que c'est juste chimique ou quoi ? J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a eu des fois cette sensation. Et c'était pas corrélé à le fait d'être physiquement mal entouré ou le fait de de pas être bien dans les groupes d'amis ou avec la famille ou quoi. C'était vraiment juste une sensation de solitude. Et ça, même elle m'arrivait des fois où je rentrais du coup seul à l'appart ici, même une fois après avoir passé une super journée avec mes amis par exemple, tu vois. Donc ouais, ça du coup forcément ça affecte le mental. Mais ceci dit, maintenant, ça m'arrive plus, franchement. Ouais. J'ai plus ces sensations-là. Et voilà, faut dire que j'ai une copine et que je suis bien en couple. Donc forcément, ça aide. Hein. Et il faut dire aussi qu'on a commencé à habiter ensemble. Du coup, le Covid a énormément facilité les choses. On a commencé à habiter ensemble peut-être 2 mois et demi, 3 mois après le début de notre relation, tu vois. Ouais. Et du coup, ça me va bien, quoi. Clairement, clairement, ça me va bien. Ouais. Donc tu penses qu'avant tout, tu dirais que c'était ça le fond du problème, tu vois ? La solitude. Ouais. Non, mais je veux dire, est-ce que tu penses que c'est ça qui te manquait, le fait d'être en couple ? Ah non, alors non. Est-ce que là, t'arriverais à identifier le moment où ce truc-là, où ça allait mieux ? Est-ce que tu saurais dire pourquoi ça allait mieux ? Est-ce que c'est juste le fait d'être en couple ou est-ce qu'il y a eu un truc, je sais pas. Alors en gros, du coup, je pense que c'est peut-être simplement, un aspect de ma psychologie, l'impression d'être un peu seul. Et du coup, les périodes où j'avais pas, j'avais pas de copine encore. Ce qui me permettait de combler ce vide, en fait, c'était le sport ou les jeux vidéo, on va dire. Et du coup, à ce moment-là, à l'instant T, j'allais pas sentir cette sensation de solitude. Ouais. Donc, on va dire, c'était ma manière de m'en sortir. Mais du coup, forcément, quand je rentrais seul chez moi le soir dans l'appart vide, il y avait ce truc-là, tu vois, qui me tenait. Et donc, c'est le truc, par exemple, qui allait faire que plutôt que, j'allais dire, dans l'idéal, j'imaginais être serein, tu vois, et m'endormir sans avoir besoin de rien faire à 9h à 10h du soir, tu vois. Et en fait, j'allais peut-être jouer jusqu'à 1h du mat parce que du coup, ça allait m'occuper l'esprit, tu vois. Ouais. Ou regarder des films ou autre, d'ailleurs. Et, tandis que en fait du coup avec le fait d'avoir une copine tout simplement je suis jamais seul, mais je pense que tu vois là si j'étais à nouveau seul, je pense que je serais plus à l'aise, je serais mieux, mais il y aurait quand même ce truc là, tu vois. Donc oui, je pense que c'est une part de ma psychologie. Après est-ce que c'est une fatalité? Je pense pas, mais en tout cas j'ai pas encore trouvé, je pense, à 100% la solution. Ouais. Voilà. Mais ça, éventuellement, ça en plus, je le sais pas encore parce que j'ai pas été seul genre 1 mois depuis ce moment-là, quoi. Ouais. Donc, je le sais même pas en fait. Ça se trouve, je serais serein maintenant. Ouais. Tu vois, mais je le sais pas. Ah pour le savoir, hein. Ma chérie, fais tes valises. T'as dit quoi? Non mais c'est pour les vidéos. C'est pour les vidéos. C'est pour la chaîne, hein. C'est une expérience sociale.
Et tu dessinais et Est-ce tu que dessines plus. Ouais, je dessine Et plus. tu m'en avais parlé et du coup c'est pour ça que je trouve que la question est intéressante parce que Ouais. Je dessinais. Comment dire? Je pense que ce que je trouvais dans le dessin à l'époque, euh, ça me convient plus. Et je pense que en fait, comment dire, le dessin à l'époque, c'était une expérience qui était, comment dire, de laquelle je tirais du positif. C'était une expérience qui était intense parce que je suis quelqu'un de perfectionniste. Ouais. Et en fait, pour moi, le dessin, c'était extrêmement énergivore. J'allais finir épuisé de toutes les séances parce qu'en fait, bah, du coup, pour moi, j'arrivais même pas. C'est-à-dire que le processus habituel pour un dessinateur, ça va être de construire une structure et ensuite de rentrer progressivement dans les détails. Tandis que moi, je voulais que tout soit nickel tout le long, en fait. Ouais. Donc, quand tu crées pas ta structure et que tu pars sur des détails, c'est très dur de suivre des détails parfaits tout le long et d'arriver à garder une structure qui soit, on va dire, fluide et correcte. Donc en fait, c'était une expérience qui était vraiment éprouvante, mais j'en tirais beaucoup de satisfaction et de plaisir quand j'arrivais à des résultats qui me plaisaient. Maintenant, pour moi, le sport, en fait, c'est comment dire, c'est quelque chose de beaucoup plus simple. Même si à l'époque je faisais du sport, je faisais un peu les deux. Mais maintenant, c'est vrai que depuis mes études de design graphique, j'ai plus trop dessiné. J'ai dessiné 2-3 fois où je me suis régalé. Mais en dehors de ça, franchement, ne me forçant pas à dessiner, j'ai pas eu trop l'instinct de recommencer à dessiner. Et du coup, bah, pour l'instant, j'ai pas dessiné. Je suis certain que ça va recommencer plus tard. Mais pour l'instant, ça m'est pas revenu. Mais je suis certain que plus tard, je vais redessiner, voire peindre. Ouais. Peindre, je pense qu'il y a il y a limite plus de chances que je commence à peindre que à dessiner en m'y remettant. Mais du coup, en fait, maintenant, l'expérience qui me convient le mieux, c'est le sport. Parce que alors c'est pas enfin comment dire, on va dire c'est énergivore sur le coup parce que je dépense de l'énergie à travers l'exercice physique, mais comment dire, en fait ça va plus recharger mes batteries et entretenir, voire en fait amplifier mon énergie au quotidien que le dessin qui en fait était une expérience dont j'allais tirer une satisfaction et du plaisir, mais qui allait plutôt me vider les batteries quoi. Il allait limite falloir autre chose pour les recharger ensuite. Alors que le sport, bah en fait, c'est une expérience pendant laquelle je me régale. J'en tire quelque chose de positif et je me vois vraiment évoluer dedans à long terme parce que à chaque fois que je sors de la séance, bon, sur le coup, je suis fatigué, mais je me sens bien, quoi. Tandis que le dessin, c'était un mélange de satisfaction et de plaisir et d'épuisement. Donc forcément, c'est beaucoup plus, bah en fait, simplement, j'ai vraiment continué à fond dans le sport, quoi. Et même s'il y a des périodes où j'ai eu un peu moins envie, où j'ai fait un peu moins de sport, je suis pas revenu vers le dessin pour l'instant, mais il y a un jour ça va revenir, comme je te dis, et à ce moment-là, bah, je m'y remettrai, quoi. Mais je force pas le truc. Ouais, carrément. Je force pas le truc. Et je pense que, de toute façon, toutes les pratiques se nourrissent entre elles. Et moi, bon, bah, j'ai commencé le dessin après être bien à fond dans le sport, après avoir été bien à fond dans le sport et tout. Mais ce qui m'a aidé, déjà, à avoir... j'ai eu mon approche, disons, de pratiquant et tout, sportif, dans mon approche du dessin au départ. Tu parlais de perfectionnisme et tout ça. Et j'ai rapidement eu ce truc de... Bah en fait, pour moi, le perfectionnisme, c'est pas aller chercher le détail, c'est de faire. C'est de faire, pour que le jour où tu te dis, vas-y, là, je pousse un truc à fond, tu veux faire un truc parfait, bon, t'arriveras pas à faire un truc parfait, mais t'arriveras à t'en approcher beaucoup plus parce que t'as tellement fait que, voilà. En fait, le dessin, comme beaucoup d'autres choses dans la vie, comme par exemple, je prends l'exemple de la con, mais c'est comme la conduite par exemple, ou même certains jeux vidéo, ça m'a permis de me rendre compte de certains de mes traits de caractère. Et vraiment, le dessin, c'était flagrant que, bah, en fait, c'était extrêmement énergivore pour moi, parce que j'essayais de fournir un travail parfait, et je me suis rendu compte du coup que c'est comme si, comment dire, je voulais faire entre guillemets le dessin que j'allais considérer comme parfait. J'aurais plus besoin ensuite de fournir d'efforts, tu vois. C'est un petit peu ça en fait. C'est une impression sous-jacente. Hein. Je formule ça comme je peux avec des mots, mais comme si une fois que j'avais fourni entre guillemets l'effort et j'avais présenté le dessin parfait, j'avais plus d'efforts à fournir. Et je me suis rendu compte que j'avais tendance des fois à fonctionner comme ça dans la vie, tu vois. Genre c'est-à-dire que bah par exemple j'allais avoir des tâches à faire,
des tâches quotidiennes, hein, et j'allais essayer d'un coup, j'allais me mettre dans le truc et j'allais tryhard, c'est-à-dire j'allais essayer d'enchaîner au maximum toutes les tâches pour me dire putain j'ai fini. Par contre, si tu vois, une fois que j'avais fini les tâches que j'avais faites, si quelqu'un vient me voir et me dit tiens faudrait faire ça en plus, là j'allais commencer à faire putain mais non ça va pas là, c'est fini en fait, pour la journée, pour la semaine et voire plus si possible. Mais voilà, c'est exactement ça. Je suis lavé hier, je te raconte pas. Là c'est bon. Sauf que ça fonctionne pas du tout comme ça. Et je me suis même rendu compte que j'avais tendance à fonctionner comme ça dans le sport et que ça me desservait. Bon, ça a été aussi nourri par les animés, mais je vais m'expliquer. J'avais tendance à penser, dans une séance de sport, que il fallait que j'aille systématiquement dans chacun de mes exercices jusqu'à l'échec total. Ouais. Parce que je me disais, en fait, bah, si je fais ça, bah, j'aurais fourni l'effort maximal et je vais, je vais progresser plus vite, en fait. Ouais. Tandis qu'en vrai, bah, c'est pas du tout le cas. Vraiment, je me suis rendu compte, je m'en suis rendu compte en faisant des recherches un peu scientifiques que sur le sport, que en fait tu vas beaucoup mieux récupérer et du coup évoluer en faisant peut-être un petit peu moins, en t'arrêtant avant l'échec musculaire. Du coup, pour en venir à la notion de perfectionnisme, bah voilà, moi je me disais en fait la séance parfaite, c'est la séance où j'ai tout fait systématiquement jusqu'à l'échec. Ouais. Tandis qu'en fait, c'est pas le cas. Et en fait, il vaut mieux faire peut-être plus de séances sans aller jusqu'à l'échec que faire de temps en temps une séance en te disant c'est la séance parfaite et j'ai tout fait jusqu'à l'épuisement total. Ouais. En fait, ça c'est un schéma qui fonctionne pas quoi. Et donc au fur et à mesure, j'ai commencé à nourrir justement cette vision-là qui est beaucoup plus, je trouve, positive, qui amène plus de plaisir, on va dire, dans la pratique, qui est de juste essayer de multiplier les actions plutôt que d'essayer de fournir un effort parfait, spontané, quoi, on va dire, enfin spontané, ponctuel, pardon. Ouais. Et en fait, il faut juste être le plus possible dans l'action, quoi, tu vois. Tandis que cette vision de je veux faire une séance parfaite, elle te met une pression et du coup ensuite t'as moins tendance à agir parce que du coup tu as cette pression de la perfection, quoi. Tu vois. Ouais. Donc en fait t'es moins dans l'action et in fine ta progression est moins grande que quelqu'un qui va juste pas se prendre la tête et essayer d'agir au maximum, de répéter la tâche, quoi. Ouais. Voilà. Donc du coup c'est quelque chose vers lequel je tends, mais j'ai dû m'éduquer à ça, tu vois, et je m'en suis rendu compte du coup dans le dessin, dans la vie de tous les jours, même dans les jeux vidéo. Ouais, je comprends. J'ai eu le même truc en fait, parce que tu sais, c'est la fameuse citation, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Ouais. Mais c'est aussi pour ça, moi, tu vois, que j'ai commencé à me diversifier le plus possible, parce que j'ai besoin d'être tout le temps dans ce truc de je suis en train de produire quelque chose. J'en ai parlé plusieurs fois, tu vois. Voilà. Ouais, mais comme t'es un buteur, tu veux pas toujours te buter 2 fois par jour sur le même truc. Je m'entraîne tous les jours, tu vois. Ouais. Et il y a des gens qui me disent mais tu peux pas t'entraîner tous les jours. Sinon, t'es en surentraînement et tu te flingues. J'ai dit ouais, mais je m'entraîne 7 jours sur 7, mais il y a aucun de mes entraînements qui est pareil. Et en fait, c'est en variant les choses comme ça que t'es pas en train de t'user. Et même ça. Et surtout, je réfléchis à tout ça parce que j'ai une pratique, j'ai une expérience. Et c'est ton cas aussi, du coup. Avec cette expérience-là, t'as pu te dire, ok, là, tu te fies un peu à ton ressenti aussi. Et tu dis, bon, ok, là, je vais dans le rouge. Là, ce que je fais, c'est de la merde. Ou, là, ok, ça reste le maximum, que je puisse faire pour que ce soit productif, convenable et que ça m'apporte vraiment, ça nourrisse, quoi. Ouais. Le nouveau dicton que j'ai mis ce matin avec Théo, c'était, mon minimum, c'est mon maximum. Et juste ce truc-là de dire, en fait, maintenant je fais tout à fond. Ouais. mais tout faire à fond, ça veut pas dire, voilà. Ça veut pas dire, ouais, tout à fait. Ça veut pas dire ce. Tiens, je vais rebondir sur un truc, ça me fait penser. Tu dis que j'ai pas d'ego. Si, pour le coup. Parce que mon ego, c'était qu'une fois, parce qu'en fait, ça c'est justement là on va un sujet très intéressant, c'est les limites que peuvent apporter le fait d'avoir un ego. Moi, mon ego, c'était de me dire, attends, mais là, je faisais tant par exemple dans mes séries de certains exercices physiques, je faisais tant de répétitions, je me butais, et là, je suis en train de me dire, il faut que je fasse moins du coup pour progresser plus. Ouais. Mon ego. Ça a été d'être bloqué pendant des mois à me dire non c'est mort. C'est mort, je fais pas ça moi, pourquoi en fait, genre. Et après, comme je disais tout à l'heure, tout à l'heure j'ai oublié de rebondir là-dessus, mais en effet je disais que ça c'est aussi beaucoup lié à la culture de l'animé.
L'animé, la définition, c'est le butage. Le shonen. C'est tout à fait le shonen. La définition, c'est le butage. Ouais. Donc moi, ayant été éduqué et beaucoup inspiré par ce genre de choses, je me suis dit mais pourquoi est-ce que le mieux serait pas juste de faire le maximum dans chacune des répétitions et aller jusqu'à l'échec? Et en fait, ça marche différemment. Mais du coup, entre l'ego et les animés et la culture, eh ben, ça a été compliqué. Mais par contre, du coup, c'est vrai que je dis quelques mois, ça, en fait, j'irais même, je commençais à avoir des informations qui allaient dans ce sens-là, tu vois, depuis longtemps. Donc, en fait, moi, j'ai pas progressé, on va dire, sur mes nombres de répétitions, pendant un certain temps. Après, c'était pas mon but primaire, parce que mon but primaire, c'était la musculation et donc, on va dire, l'esthétique. C'était pas vraiment le fait de fournir un nombre de répétitions, c'était pas mon critère de réussite, on va dire. Mais malgré tout, ça aurait été un plaisir pour moi de développer mon nombre de répétitions dans la pratique et j'ai jamais fait, tu vois, parce que j'ai jamais sorti de cet ego là. Donc si même moi qui ai l'air d'être zéro ego, j'ai de l'ego dans des choses et à mon avis rencontrer quelqu'un qui a pas d'ego, c'est ça va pas être facile, hein. Ça après j'en doute pas que t'as de l'ego parce que sinon tu ferais pas tout ce que tu fais. Mais c'est juste que ce que je trouvais cool, c'est que t'arrivais en tout cas à pas à rester stoïque par rapport à ces choses-là, tu vois. Mais là, ce que tu me dis, ça me fait penser à, justement, tu te rappelles, moi je te disais non, mais quand on s'est connus et tout au début, je te disais non, mais on peut pas être en surentraînement, c'est pas possible. Oui. Et un jour, je suis venu voir, je te dis moi, en fait, je suis tombé malade et tout. Et voilà, il y a eu ce truc de butage, mais sans réflexion. Et oui, ça a mené un peu à ce truc-là, à cette espèce d'autodestruction. Mais je pense que c'est ça aussi, c'est toujours chercher. En fait, le fait d'en faire entre guillemets trop, généralement, le moment où tu te sens, où tu vas dans l'abus, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas en fait entre guillemets en toi. Tu vois, moi j'ai cette impression. Il y a une espèce de truc à combler. En tout cas, moi c'était le cas quand je rentrais dans quelque chose de entre guillemets mauvais pour mon corps, c'est qu'il y avait quelque chose entre guillemets de parasite dans mon esprit, tu vois. Ouais, mais alors du coup, qu'est-ce que j'allais dire, c'est différent parce que toi du coup étant très entraîné, t'as comment dire, le volume de travail total que tu peux fournir, il est très gros. Donc pour toi, ça va être clair et net que genre plus le volume de travail que tu peux fournir, il est gros, le plus tu vas pouvoir te rendre compte quand tu es en train de te buter un max, parce qu'en fait du coup tu vas vraiment devoir fournir un volume de travail énorme. Le plus la capacité de travail que tu peux fournir elle est grosse de base, le plus lorsque tu vas la dépasser, ça va être clair que que t'es dans l'excès, quoi. Que t'es dans l'excès, voilà, c'est ça. Ouais, mais j'ai du mal un peu à cheminement intellectuel, mais c'est ça. Tandis que si tu peux fournir beaucoup moins de travail que t'en fournis un peu plus, bah en fait tu vas juste te dire je me suis dépassé, mais c'est pas aussi flagrant. Voilà. Ouais. Un mec qui s'entraîne 4 heures par semaine, qui commence à s'entraîner 5 heures, tu vois, c'est pas comme un mec qui s'entraîne 20 heures par semaine, qui commence à en lâcher 30, tu vois. Enfin, je veux dire, là, d'un coup, tu te dis, ok, tu fournis déjà un volume de travail qui est énorme, là, t'augmentes encore, donc oui, c'est que t'es vraiment, ça prend un espace qui est immense, tu vois. Tandis que tu pourrais dire, bah, le mec, vas-y, de 20 heures à 30 heures, ça fait 150%, tu vois, le mec, il s'entraîne 2 heures, il passe à 3, c'est 150% aussi, mais c'est pas la même chose, tu vois. C'est vraiment pas la même chose. Et donc pour toi du coup je comprends que ce soit flagrant, tu vois, tandis que pour moi le fait d'aller dans l'excès, c'est le fait de fournir plus d'efforts, c'est pas aussi flagrant que je sois dans l'excès et que du coup il y a une raison sous-jacente qui soit par exemple émotionnelle, psychologique ou quoi, parce que du coup ça prend quand même moins d'espace in fine, tu vois. Ouais. Si on parle en termes de volume de travail. Et donc je rebondis là-dessus, c'est que tout à l'heure tu disais, il y a quelqu'un qui t'a dit c'est pas possible de s'entraîner tous les jours, t'es en surentraînement. Sauf qu'en fait, bon, certes, toi ta vision aujourd'hui c'est plus que il est pas possible d'arriver en surentraînement. Mais ceci dit, je pense que, et tu le penses aussi d'ailleurs, je le sais très bien, c'est que la très grande majorité des gens sous-estiment leurs capacités et vont avoir tendance à penser très rapidement qu'elles arrivent en surentraînement, alors qu'en fait non. Je veux dire, le corps il est pas fragile, il est très résilient, il est très adaptable et en fait il peut
et c'est même pas, comment dire, il va s'adapter, il va se renforcer. C'est même pas le fait de se dire, il va supporter une certaine charge de travail. Ouais. Tu sais, tout ce vocabulaire là un peu, il va supporter cette charge de travail. Il va, comment dire, il va absorber les chocs, tu vois, mais il va tenir. Enfin, tu vois, c'est un peu ce genre de vocabulaire là qu'on utilise en général. Mais en fait, le corps il est résilient. Mais ceci dit, c'est une réalité aussi qui peut supporter une certaine charge de travail et un certain nombre de contraintes qui a une limite. Mais cette limite, elle dépend, voilà, de beaucoup du volume d'entraînement qu'on a fourni, de la qualité d'entraînement qu'on a fourni précédemment. On a des limites, mais elles sont beaucoup plus loin que ce que les gens pensent, quoi. Ouais. Voilà. Ouais, et puis c'est une. Bon, bonne chance. Juste. Bonne chance pour couper ça au montage pour que ça ait du sens. Hein. Bon, je mettrai 2-3 mots comme ça, et puis vous vous débrouillez. Hein. Vraiment, c'est bon, j'ai fait le taf. Hein. En fait, c'est l'expérience, je pense, qui t'amène à te connaître, quoi. Mm-hmm. Après, bon, je sais que t'as pris ça comme exemple pour, mais je trouve qu'on a tendance à tout chiffrer aussi, tu vois. C'est-à-dire oui. voilà, et c'est-à-dire bon bah j'arrive à faire je sais que d'habitude quand je travaille je fais tant de traction, quand je soulève des poids je soulève tel poids, et ça marche avec tout, pas qu'avec le sport. Je fais mes croquis du matin, je sais que j'en fais une dizaine, je travaille 3 heures par jour, enfin 3 heures le matin, 4 heures l'après-midi. Et je pense que ce qu'on oublie un petit peu, c'est cette part de ressenti aussi, tu vois, cette part de... En fait, avec l'expérience, je pense que de base, t'es obligé de chiffrer pour te donner un repère, mais avec l'expérience, t'arrives à te connaître et à savoir quand est-ce que tu rentres dans de l'excès, quand est-ce que t'es... Et tu sais, c'est comme en parcours, on a ce truc-là où, tu sais, quand on fait un saut de précision, on vient pas mesurer le truc avec un mètre. Et pourtant, on peut tout de suite savoir est-ce que je l'ai ou est-ce que je l'ai pas, tu vois. Ouais, et t'as un truc instinctif, quoi. Ouais, tout à fait. Du coup, les chiffres, c'est un repère. Ouais. Et ça peut permettre du coup de servir de critère de réussite. Est-ce que j'ai évolué ou non? Enfin, on va dire critère d'observation de la réussite ou non. Est-ce que j'ai évolué ou non? Le problème après, c'est que ça peut aussi rejoindre. Du coup, l'ego peut s'en mêler, quoi. Ouais. Quand t'atteins pas les mêmes performances chiffrées, du coup, ça crée un problème du coup au niveau de l'ego. Ça crée un conflit interne. J'ai réfléchi un peu à ça, relativement récemment en plus, et la conclusion toute simple que j'en ai tirée, c'est que, en fait, tout ce qui compte, même si on a de l'ambition, même si t'as de l'ambition, que t'as envie d'évoluer, ce qui va compter, en fait, c'est pas les performances que t'as fournies, c'est l'effort que t'as fourni. Ouais. Si t'es consistant, le constant, c'est pas le mot au français. Là, je fais mon connard là qui parle anglais, tu sais, qui reprend des mots et tout. Non, mais oui, mais c'est consistant, ça veut dire consistant en français, ça veut dire que ça nourrit bien contre je crois que c'est ça la règle. C'est pas ça du tout le mot en anglais dont je parlais. Okay. C'est pas consistant, c'est du coup c'est pour l'assiduité, voilà, c'est l'assiduité, c'est ça. Si t'es assidu et que tu fournis une certaine quantité d'efforts, du coup qui s'approche du maximum, du coup tu vas évoluer en fait. Ouais. Et t'as même plus besoin de te prendre la tête sur les chiffres. Et les chiffres, du coup, ça peut devenir une limite quand ton ego s'en mêle dans une séance, par exemple. Ça, c'est un truc que j'ai vécu, quoi. Ouais. T'as fourni une certaine performance, t'as soulevé une certaine charge. Il y a une séance, t'arrives plus à la soulever. Sauf qu'en fait, plutôt que de faire taire l'ego et de t'entraîner de manière intelligente et de fournir un effort, du coup, à une intensité un peu plus basse qui va te faire évoluer pour la suite, ton ego, il va t'envoyer dans une obstination où tu vas vouloir ressoulever la même charge et au final, tu risques de te blesser et autres. Donc, si tu te blesses pas, tu vas dire, c'était une séance de merde. Moi, ça a été souvent ça. Ouais. Ça a été souvent ça avec le parcours et tout. Vraiment, à s'acharner sur un saut. Et il y a un truc, je me dis, putain, mais d'habitude, je le fais. Bon, du coup, c'était une session pourrie. Ouais. Alors que c'est la sensation, tu peux tellement t'amuser et travailler, quoi. Bien sûr. Travailler pour revenir plus fort après. Ouais. Et ça vraiment, du coup, c'est un truc vraiment, je m'en suis rendu compte plein de fois, quoi. En parcours, même en musculation. En musculation, si je venais nerveusement moins frais, j'allais arriver à une séance, je sentais que nerveusement j'étais moins frais et que j'allais pas pouvoir fournir les efforts dans le type d'exercice que je m'étais prédestiné à faire, que je voulais. Et du coup, en fait, j'allais quand même, plutôt que de prendre ça comme une opportunité pour travailler autre chose, comme par exemple, je voulais me faire une séance, j'en sais, un traction et un tirage et poussé, par exemple. J'allais aller au parc, j'allais faire ça au poids de corps. J'allais pas avoir les sensations que je voulais, j'allais sentir que j'allais être moins frais. Plutôt que d'utiliser l'opportunité pour, par exemple, j'en sais, faire une séance de mobilité
mobilité, qui était un objectif que j'avais aussi à côté, tu vois, j'allais focus sur mon truc, rester obstiné et faire une séance au final qui allait s'avérer du coup peu fructueuse, quoi. J'allais pas en tirer énormément, j'allais pas en tirer beaucoup, si ce n'est une fatigue supplémentaire qui allait faire que j'allais récupérer en plus de temps, qui allait aussi reculer la date de ma prochaine séance qui allait être productive. Donc en fait je sais qu'à la base c'était pas le sujet c'était pas le sujet principal, mais pour le coup l'ego, c'est vrai que c'est vraiment un truc c'est vraiment un truc dans la pratique sportive et même dans la vie de tous les jours. Enfin, il faut vraiment en avoir conscience, quoi. Et j'ai eu ce genre de sensation, ce genre de sensation très positive plusieurs fois aussi, de plus en plus avec le temps, en gagnant maturité, de me rendre compte que à un moment précis j'allais pas être au top de ma forme pour fournir un type d'effort précis, et j'allais me dire tant pis, je vais faire autre chose, quoi. Par exemple là je vais me faire plutôt de la mobilité, où je vais essayer de trouver d'autres exos qui vont travailler différemment, et en fait ça allait être des séances qui allaient être géniales, parce qu'en fait du coup comme je pouvais pas faire ça, tu vois que j'avais pas plein de matériel autour de moi potentiellement, j'allais essayer de réfléchir à des nouveaux exos, et j'allais trouver des exos incroyables qui bossaient d'autres choses, j'allais me régaler, et j'avais vraiment tiré quelque chose de créatif et qui allait m'aider par la suite à évoluer, quoi. Et ça m'arrivait plein de fois, ça. Tu vois, d'arriver à une séance, d'être frustré au début, de me dire bon tant pis, j'adapte, je change des trucs, même je change complètement la séance, et de faire une séance incroyable qui allait me débloquer en fait même des nouvelles opportunités pour la suite, quoi. Et en fait, ça revient un peu à un sujet dont je voulais parler en podcast, ce dont tu parles. C'est faut-il croire en ses rêves? T'as des gens qui vont te dire non, enfin, tu rêves, ça sert à rien, voilà. Mais je pense que c'est ça aussi, croire en ses rêves, c'est justement avoir cette capacité de réadaptation, tu vois, de dire oui, non, mais j'ai un rêve. Après, si mon rêve c'est de voler, voilà, je sais que humainement je pourrais pas voler humainement, mais il y a toujours un moyen, tu vois, d'accompagner, enfin de te rapprocher de ce truc là. Et voilà, au sens plus large, ça peut être il s'agit pas forcément dans ce que tu dis d'aller droit vers son but, tel qu'il est rêvé, quoi, brut. Voilà, but brut, quoi. C'est ça, but brut. Tu te fous en haut de ton immeuble, tu sautes en disant je veux voler, oui, non, c'est sûr que, je veux dire, on le sait, il y a peu de chances que ça marche, quoi. Donc si tu me poses la question est-ce que tu me poses la question, faut-il croire en ses rêves? Vas-y. Du coup je dirais oui. Je dirais oui, tout en s'adaptant, parce qu'en effet, on est confronté à des réalités qui peuvent tout simplement nuire à nos rêves, ou carrément nous faire nous rendre compte que ils sont inatteignables, tels qu'ils sont rêvés, en tout cas directement. Mais voilà, je veux dire, mon rêve c'est être pilote d'avion de chasse, et depuis que j'ai 3 ans, et j'arrive au test à l'entrée à l'école, et on me dit frérot, t'as 0 sur 10 en vision, ça va être compliqué, je veux dire... Tu m'avais pas dit ça? Non, là du coup oui, en effet, pilote de chasse, je veux dire, à moins que t'en voles un et que t'apprennes à le voler sur le coup, à le faire voler sur le coup, ça risque d'être compliqué. Mais donc moi je dirais que oui, il faut croire en ses rêves, parce que ses rêves, si tu les suis, c'est ce qui va... Parce que tes rêves, ils vont te guider, on va dire, vers peut-être des chemins sur lesquels tu vas le plus t'épanouir, en fait. La question, c'est pas même de savoir d'où il vient ce rêve. La réponse potentiellement, c'est que, la vérité potentiellement, c'est que si t'arrives à l'accomplir, ou si tu t'en rapproches, c'est une voie dans laquelle tu vas être épanoui, dans laquelle tu vas être, on va dire, tu vas vivre avec joie, quoi, on va dire. Donc moi je dirais que oui, c'est clairement les rêves, c'est clairement un chemin qu'il est intéressant de suivre. Après voilà, comme tu dis, faut s'adapter, quoi. Parce que la réalité des fois elle va pas tout à fait dans le sens de tes rêves. Ouais, c'est doit être juste un moteur, quoi. Ouais, un moteur. Et qui amène forcément certaines personnes à fournir dans la vie plus d'efforts que d'autres. Parce que si tu suis tes rêves et que du coup comment dire, déjà par définition, si c'est un rêve, c'est potentiellement que même si l'expression du rêve elle est comment dire, elle peut être très concrète dans la vraie vie. Par exemple, j'en sais rien, moi, je vais dire un truc à la con, mais avoir 10 milliards sur mon compte en banque, potentiellement si tu le considères comme un rêve, c'est que t'en es loin et que tu vas avoir des efforts à fournir. Donc oui, tu risques d'avoir des efforts à fournir dans la vie, quoi. Mais dans tous les cas, tu t'en rapprocheras. T'en rapprocheras au fur et à mesure. Et oui, c'est sûrement le chemin sur lequel tu vas t'épanouir, quoi. Après, ce qui est compliqué, c'est du coup
est-ce que la réalisation de ton rêve, elle est progressive? C'est-à-dire, par exemple, j'en sais ton rêve, tu le formules tel que j'aimerais être un athlète performant en parcours, par exemple. L'accès à ton rêve, il est progressif au fur et à mesure que tu gagnes en performance dans la pratique. Tandis que si ton rêve, c'est comment dire, c'est une pierre blanche à marquer, quoi. J'en sais rien, par exemple, mon rêve, c'est de traverser l'atmosphère, quoi. Mon rêve, c'est d'avoir passé l'atmosphère, tu vois. Bah là, pour le coup, c'est vraiment, c'est très marqué, quoi. C'est pas ta progression vers ton rêve. Bah, imaginons que le seul moyen de traverser l'atmosphère, c'est de se payer un voyage dans l'espace. Et pour se payer un voyage dans l'espace, il faut dépenser une telle somme d'argent. Bah en fait, ce qui va être potentiellement très frustrant pour la personne, c'est que rien ne se concrétise tout le long tant tout ce qu'elle fait, c'est économiser de l'argent. Rien ne se concrétise en fait. Donc forcément c'est compliqué, ça peut amener beaucoup de frustration. Je pense qu'il faut y voir là-dedans toutes les étapes, tout le chemin que tu fais. Et bah, par exemple, si ton but c'est de traverser l'atmosphère, tu vas trouver de l'intérêt, je sais pas, à étudier la manière dont la Terre est constituée, à étudier l'espace et tout ça. Et ça va t'amener à des rencontres, à apprendre des choses et tout. Oui. Et ça, je me dis, déjà, c'est un accomplissement en soi. T'es dans l'environnement, entre guillemets, qui te... Par contre, là où, par exemple, là où je comprends ce que tu veux dire, c'est si tu donnes un exemple, par exemple, si je dis, mon rêve, c'est je sais pas, par exemple, tu dis, je veux sortir avec Scarlett Johansson, tu vois. Là, t'as vraiment un truc où tu dis voilà, qu'est-ce que je fais? Soit je tends vers une meuf qui ressemble à Scarlett Johansson et j'essaie de faire en sorte de repousser toutes les autres, et tant que j'ai pas ça, qu'est-ce que je fais? Mais oui, je pense que... Ce que je trouve incroyable, c'est à quel point c'est dur de trouver des exemples pour formuler cette idée-là, tu vois. Sauf quand on parle de meufs. Mais c'est pas facile, ouais. Et si c'est pas facile, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que d'une certaine manière, tu peux toujours te rapprocher de tes rêves. En tout cas, de tous ceux qui dépendent de toi, tu vois. Parce que là, je te donne l'exemple d'une copine ou un truc comme ça. Et je considère que c'est pas les relations humaines. C'est un truc que tu peux, tu vas avoir une influence dessus, mais tu peux pas réellement le contrôler, tu vois. Bien sûr. Mais les actions que tu vas entreprendre, tu peux les contrôler. Ouais. Retrouvez la deuxième partie du podcast vendredi prochain à 19h. À très vite.